Bonjour Anna Lostis, bonjour Éric Vaillant. Vous êtes respectivement substitute et procureur de la République de Grenoble. Votre parquet a développé une politique pénale propre aux violences sexuelles. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Cela fait 30 ans que je m'intéresse à ce sujet des violences sexuelles, notamment parce que j'ai pu beaucoup travailler, réfléchir sur le sujet avec une amie, le docteur Marie-Laure Gamet, qui est médecin sexologue à l'URSSAF de Lille et qui a beaucoup travaillé donc, sur la médecine sexuelle et la prise en charge des victimes et des auteurs de violences sexuelles. Cela m'a conduit dans ma pratique professionnelle à mettre en place des stages pour les auteurs de violences sexuelles et cela m'a conduit également donc, à développer la, la la formation des personnes qui travaillent donc, notamment dans les foyers de l'enfance pour qu'elles soient mieux à même donc, d'apprécier les situations donc, de violence sexuelle et mieux à même d'y réagir. Voilà, donc quand Anna Lostis est venue me voir donc en janvier 2021 pour me dire qu'elle avait l'idée de créer un groupe de travail sur les violences sexuelles avec un certain nombre de collègues volontaires, donc j'ai immédiatement donné mon accord parce que je me suis dit qu'il y avait encore des choses à faire sur ce sujet donc important. Et je ne le regrette pas, hein, puisque donc le travail d'Anna et de ce groupe de travail a permis d'aboutir à des réalisations concrètes. J'en citerai deux. La première, c'est que j'ai signé, donc quelques mois après la création de ce groupe de travail, une instruction au service de police et de gendarmerie indiquant donc les modalités que le parquet entendait voir respectées lors d'une enquête pour violence sexuelle. On a donné aux enquêteurs une trame très précise des questions qui doivent être posées aux victimes. L'idée, c'est que si l'enquête est bien faite dès le début, nous avons plus de chances d'aboutir à des poursuites contre l'auteur de l'infraction. L'autre chose que le groupe de travail a conduit à mettre en place, c'est un suivi régulier des enquêtes qui sont lancées. Aujourd'hui, on a les outils informatiques qui vont bien. Il fallait donc mettre en place ce suivi et nous l'avons fait. Je pense que Anna y reviendra, mais elle va vous expliquer tout ça. Anna Lostis, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre fonction et pourquoi vous intéressez-vous aux violences sexuelles? Oui, donc moi je suis substitut procureur au parquet de Grenoble et plus particulièrement en charge des mineurs. Comme vous devez le savoir, en tant que procureur, on a plein de casquettes différentes et on est amené à faire plein de choses. Mais au parquet Grenoble, au parquet des mineurs, en l'occurrence, on a deux principales casquettes, deux rôles principaux qui sont d'abord de superviser les enquêtes qui concernent des mineurs victimes ou des mineurs auteurs jusqu'à décider des suites. Donc convocation devant un tribunal ou devant un juge des enfants, saisine d'un juge d'instruction ou classement sans suite des procédures. Et notre deuxième rôle, c'est de protéger les enfants, ce qui peut nous amener à même aller jusqu'à placer en urgence un enfant. Dans le cadre de ces deux rôles principaux, on est amené à connaître tout un tas de situations, parmi lesquelles un certain nombre de situations de violence sexuelle sur des enfants. Et c'est même une part assez importante des affaires qui nous sont soumises. C'était dans ce cadre-là que j'ai été amenée à m'intéresser plus particulièrement aux violences sexuelles. En novembre 2019, Adèle Haenel déclare: La justice ignore les victimes, on ignore la justice. Quelle a été votre réaction? Alors en toute franchise, je crois qu'au départ, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qu'il y a derrière ce cri et je réagis même assez vivement comme une grande partie du monde judiciaire, parce que moi, en tant que substitut des mineurs, j'ai vraiment pas l'impression qu'on ignore les violences sexuelles. Je baigne même au quotidien là-dedans. J'ai l'impression, en tout cas, c'est des dizaines et des dizaines d'affaires de ce type et de récits de vie de victimes qui me sont soumis tous les mois, au point que même parfois, c'est même un peu lourd à traiter tout ça au quotidien. Et puis, après ce cri, après MeToo, hashtag MeToo, arrive MeToo inceste, qui nous concerne peut-être plus particulièrement encore au parquet mineur, puisqu'on traite des violences sexuelles sur les enfants. Il y a beaucoup d'articles de presse, il y a beaucoup d'émissions de télé à la télévision, à la radio, il y a beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux qui abondent, qui affluent. La société dans son ensemble prend conscience de l'ampleur du phénomène. Et avec cette prise de conscience, il y a des questions qui émergent aussi dans le débat public sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, comment la justice traite ces affaires-là, une justice qui est surtout vue
par les victimes, comme une justice qui classe sans suite la très grande majorité des procédures. On parle justement de 73% de classement sans suite. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi y en a-t-il autant? Alors la première explication, et celle qu'on donne souvent, mais qui est tout à fait juste et qu'il faut rappeler, c'est qu'on vit dans un pays démocratique et que rendre la justice, c'est d'abord appliquer la loi, appliquer le droit. Et que le droit se base sur des principes fondamentaux que nous, magistrats, nous devons respecter et nous devons faire appliquer. Et un de ces principes fondamentaux, c'est cette fameuse présomption d'innocence dont on parle régulièrement et qui veut que on ne peut poursuivre et condamner quelqu'un que si on démontre ou on a des éléments de preuve qui viennent contrer le fait qu'elle est présumée innocente. Donc, c'est en réalité sur le terrain de la preuve que souvent ces enquêtes échouent. Ces classements sans suite, en fait, c'est la traduction juridique qu'on n'a pas réussi, au terme de l'enquête, à démontrer soit l'élément matériel de l'infraction, c'est-à-dire qu'il y a eu des attouchements sexuels ou des pénétrations sexuelles dans le cadre des viols et des agressions sexuelles, soit qu'il y a eu contrainte, puisque le texte exige en matière de viol et d'agressions sexuelles de démontrer que les faits ont été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui est certain, c'est que ces enquêtes sont des enquêtes qui sont très difficiles à mener parce que c'est des faits qui surviennent dans l'intimité des personnes. On estime qu'à 90% les victimes connaissent leur agresseur parce qu'il fait partie de leur environnement social, professionnel, amical, familial, surtout. Que pour la très grande majorité de ces faits, il n'y a aucun témoin, que très souvent il n'y a pas de preuves, on va dire, scientifiques, pas d'ADN, parce que les victimes, et ça c'est intrinsèque à ces faits, ont honte et que du coup elles mettent du temps à venir déposer plainte. Donc on est en difficulté sur le terrain probatoire. Ceci dit, ces classements sans suite, et notamment les classements dits 21, qu'on appelle nous 21 dans le jargon professionnel, infractions insuffisamment caractérisées, veulent pas dire qu'on ne croit pas les victimes, veulent pas dire qu'on pense qu'elles mentent, veulent pas dire qu'on pense que les faits n'ont pas eu lieu. Des fois même, en tant que magistrat, notre intime conviction nous dit le contraire, mais en réalité, au niveau de l'enquête, on échoue sur le plan de la preuve à démontrer les faits. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'a pas tout dit et je crois qu'il faut être aussi lucide et c'est ce qui nous a amené à créer ce groupe de travail et admettre que les chiffres en termes de traitement judiciaire de violences sexuelles sont mauvais et que ça veut dire quelque chose et qu'il faut le traiter et il faut y réfléchir. Et qu'est-ce que vous en dites de ça, justement, du fait qu'il y ait aussi peu de poursuites qui aient lieu et qui donnent lieu à encore moins de condamnations au bout du compte? Bah forcément, moi en tant que professionnelle qui fait ça un peu tous les jours, ça m'interroge beaucoup. C'est une des premières choses qui m'a interrogée et c'est ce pourquoi on a voulu réfléchir à la question. Moi je me suis demandé, et je pense que je suis pas la seule, parmi les magistrats, un certain nombre se demandent comment un tel phénomène social, comment des violences d'une telle ampleur peuvent-elles échapper aussi largement à la justice? Comment se fait-il que la loi, le droit, l'institution judiciaire, la justice institutionnelle n'arrive pas à répondre à ce phénomène social, un phénomène social aussi important? Comment se fait-il que la grande majorité de ces faits nous échappent alors même qu'ils représentent et qu'ils sont ce contre quoi nous luttons au quotidien, c'est-à-dire des violences. Alors, on peut rechercher un certain nombre d'explications, il y en a tout un tas. Parmi celles-ci, mais c'est évidemment pas la seule, il y a une explication qui réside dans le fait qu'un certain nombre de victimes, et même un grand nombre de victimes, ne portent pas plainte pour ces faits. On estime par exemple que 4 victimes sur 5, en réalité, ne portent pas plainte. Comment expliquez-vous qu'aussi peu de victimes portent plainte finalement? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez propre à la nature de ces faits, qui crée beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte pour les victimes, ce qui rend très difficile le fait d'en parler et d'aller déposer plainte, d'autant plus quand ça arrive dans le cercle familial, où révéler les faits va venir faire exploser une cellule familiale ou créer des conflits au sein de la famille que les victimes veulent éviter. Et puis peut-être que les victimes se disent que ça sert à rien.
faut dire aussi que dans notre société, il y a encore un certain nombre d'idées reçues sur les violences sexuelles qui sont importantes. Il y a des statistiques, il y a des études qui ont été faites récemment sur des études d'opinion publique et qui révèlent des idées reçues assez terrifiantes d'ailleurs. On estime par exemple que 40% des Français estiment encore qu'un comportement provoquant peut excuser en partie l'auteur des faits, ou alors que la victime, si elle avait vraiment voulu, aurait pu fuir. On estime aussi qu'environ 30% des Français pensent encore qu'une tenue sexy excuse en partie le violeur. Moi, j'entends parler encore au quotidien, ou je lis dans mes procédures qu'on parle encore de jeux sexuels entre enfants, ou alors qu'on parle d'une attitude provocante de la victime ou de ses comportements sexuels a posteriori qui pourraient venir expliquer les faits. On comprend aussi que tout ça, ça peut dissuader des victimes de parler et puis encore plus de déposer plainte. Est-ce vraiment utile de saisir la justice? Alors d'abord, je voudrais sur cette question rappeler une chose qui me semble fondamentale. La première chose, c'est que porter plainte, c'est un droit et c'est pas un devoir. Et que ça reste de la liberté de chaque victime de décider de déposer plainte ou pas, et de décider quand elle veut déposer plainte. Et après plusieurs années de pratique, je crois vraiment que cette question du quand, elle est importante, vraiment importante. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et si on dépasse la liberté individuelle de chaque victime, je crois que ce à quoi il faut qu'on pense collectivement, nous tous ensemble, c'est si on refuse d'aller porter plainte, est-ce qu'on pense vraiment pouvoir répondre à un enjeu social aussi important que les violences sexuelles dans leur ampleur et dans leur gravité, avec tous les impacts que ça a sur notre société, pour les victimes, pour les auteurs. Est-ce qu'on pense vraiment pouvoir répondre à cet enjeu social sans la justice, en laissant la justice de côté parce qu'on ne la saisit pas? Moi, je pense pas. Moi, je pense que la réponse judiciaire est non seulement extrêmement importante, mais qu'elle est nécessaire même pour pouvoir faire avancer les choses sur la question des violences sexuelles au sein de la société. Je pense que porter plainte est absolument nécessaire, à un titre individuel pour éviter éventuellement d'autres victimes, pour qu'aussi, enfin, on ait des chiffres, on réduise de plus en plus ce qu'on appelle ce chiffre noir, qu'on ne sait pas vraiment le nombre de faits qui ont été commis, en tout cas, que le nombre de plaintes se rapproche de plus en plus de la réalité et que du coup, on puisse se donner par des politiques publiques les moyens de traiter ce phénomène. Je pense aussi que poursuivre et condamner les auteurs de violences sexuelles quand l'exigence probatoire que j'évoquais tout à l'heure est remplie est absolument nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'impunité qui est quand même encore assez forte faute de dépôt de plainte en la matière, et pour faire évoluer les mentalités, pour qu'on arrête de parler en matière de violence sexuelle de sexualité, mais qu'on dise qu'il s'agit de violences qui font mal aux victimes psychiquement, psychologiquement, pour qu'on arrête de confondre amour ou attirance ou drague avec des violences sexuelles, pour qu'effectivement on prenne conscience du fait que ces violences sont trop courantes, sont trop banales au sein de notre société, pour que tous ces gens qui sont autour des victimes, qui ne voient pas ou peut-être ne veulent pas voir, ouvrent les yeux, arrêtent de minimiser, de banaliser, d'ignorer la souffrance des victimes qui sont à côté d'elles, pour qu'aussi, du côté des auteurs, on arrête de considérer tout le temps que les auteurs sont des monstres ou des horribles pédophiles récidivistes et dangereux, ou qu'on arrête d'entretenir ce mythe du violeur de rue qui en fait représente une infime partie de nos procédures, et qu'on comprenne que parmi ces auteurs, il y a aussi des madames et des monsieur tout le monde qui demandent à être aidés, à être soignés, pour que dans la société, on arrête d'entendre « il ou elle n'a pas vraiment dit non », et pour qu'à terme, on apprenne à nos enfants qu'en matière de sexualité, il faut demander le oui et il faut respecter le non. Alors évidemment, la justice, elle ne répondra pas à toutes ces problématiques, et la solution, ou en tout cas l'évolution sociale sur la question des violences sexuelles, elle passe par plein de leviers: l'éducation, la formation, l'information, le fait de prendre en charge les victimes, de prendre en charge les auteurs, mais je suis aussi vraiment persuadée qu'on ne pourra pas évoluer socialement sans la justice et sans une réponse judiciaire.
Peut-on vraiment faire confiance aux magistrats pour faire évoluer les choses? Grande question. Alors, évidemment, je ne veux pas vous dire le contraire, étant magistrat, mais d'abord, premièrement, le droit évolue et les magistrats appliquent le droit. Par exemple, il y a depuis avril 2021 une loi qui a fait évoluer la loi et qui dit que maintenant, le viol ou l'agression sexuelle est caractérisé, même sans contrainte, violence, menace ou surprise. Donc on n'a plus besoin de démontrer cet élément de contrainte dès lors que les faits ont été commis par un majeur sur un mineur et qu'il y a une différence de plus de 5 ans entre le majeur et le mineur. Donc ça, c'est une évolution législative que les magistrats, ils sont amenés à appliquer depuis l'entrée en vigueur de cette loi et qui forcément va faire évoluer les pratiques. Ensuite, tout professionnel judiciaire s'engage dans cette voie, ne veut devenir magistrat que parce qu'il a un idéal de justice et qu'il croit qu'il doit lutter contre les violences qu'il y a au sein de notre société et que les violences sexuelles sont des actes particulièrement violents, sont des actes qui ont des conséquences extrêmement importantes pour les victimes et au sein de la société. Et ça, les magistrats et la loi en tant que telle ne s'y trompe pas. Quand on parle d'agression sexuelle, quand on parle de viol, on parle de délits qui sont punis de peines d'emprisonnement extrêmement lourdes, on parle de crimes, on parle de procédures qui sont lourdes aussi, avec des procédures d'instruction, on parle d'audience et de jugement, soit en cour d'assises, soit devant le tribunal correctionnel, mais au cours desquels on prend le temps, on écoute les victimes, voilà, qui ont une très forte charge aussi émotionnelle. En tout cas, moi, ce que je constate au quotidien, ce que je vois, c'est que sur ces questions, je vois des magistrats qui s'interrogent, qui se questionnent, qui sont prêts aussi à remettre en cause leurs pratiques. Moi, je me dis qu'en très peu de temps, on a été quand même capable de faire évoluer de manière très profonde notre appréhension des violences conjugales, par exemple. Et je me dis qu'on pourrait très bien faire la même chose sur les violences sexuelles. En tout cas, la société évolue sur ces questions et depuis toujours, la justice a évolué en même temps que la société, des fois un peu à rebours. En tout cas, les magistrats s'imprègnent de ces changements sociaux et s'en saisissent. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Alors en ce qui concerne les violences sexuelles, moi je suis persuadée, même si ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on est quand même arrivé à un tournant. Par la conjugaison de plusieurs facteurs, parce qu'il y a plusieurs éléments qui actuellement nous amènent à évoluer. D'abord, une médiatisation sans précédent sur ces faits-là, depuis 2 ans à peu près, mais une médiatisation qui ne s'essouffle pas, je trouve, sur la question des violences sexuelles, parce qu'il y a une prise de conscience sociale collective sur ces questions-là. Ensuite, on a des connaissances scientifiques ou des connaissances en général qui s'affinent sur ces questions et sur lesquelles les magistrats peuvent s'appuyer dans le cadre de leur travail, des connaissances statistiques sur l'ampleur du phénomène, des connaissances sur les faits en eux-mêmes. On sait maintenant que ces faits touchent principalement les enfants ou les personnes vulnérables, comme des personnes handicapées par exemple, que les faits ont principalement lieu dans le cadre intrafamilial, au sein des familles. On sait aussi que ces faits touchent absolument tous les milieux sociaux. On a des connaissances qui évoluent sur la question du trauma des victimes, des conséquences de ces faits pour les victimes, et ça c'est important parce que ça vient parfois expliquer un certain nombre de comportements de victimes qu'auparavant on ne comprenait pas, des victimes qui peuvent sembler pas dans l'émotion quand elles racontent ces faits, ou alors à qui on reproche de s'être mis en danger sexuellement après les faits. Tout ça, c'est des éléments qui sont maintenant expliqués par les psychologues, par les psychiatres qui travaillent sur le trauma des victimes, exactement comme la question de l'emprise dans les violences conjugales. On a des meilleurs outils scientifiques. Quand on peut en faire usage parce qu'on a une plainte immédiate, on a des analyses ADN qui sont plus performantes, on a des meilleures techniques d'enquête, on a par exemple des trames d'audition, ou en tout cas des canevas d'audition de mineurs qu'on appelle les auditions Mélanie, et plus scientifiquement le protocole NIST, pour lequel les enquêteurs sont de plus en plus formés, et c'est très bien. On se base maintenant quasi systématiquement sur des expertises psychologiques ou psychiatriques des auteurs ou des victimes. On sait qu'il faut qu'on fasse des enquêtes plus fouillées sur le plan de l'environnement, qu'on sait qu'il faut parfois aller gratter sur certains éléments d'enquête qui paraissent anodins, mais qui en réalité vont corroborer la parole de l'un
ou la parole de l'autre. On peut se baser aussi sur des techniques d'enquête, des investigations plus techniques comme la téléphonie par exemple. Donc toutes ces techniques d'enquête qui évoluent fait qu'on a quand même des enquêtes qui sont de meilleure qualité, qui nous vont permettre de rassembler les preuves mieux ou plus de preuves. Et puis, les magistrats s'appuient aussi dans le cadre de leur pratique professionnelle, comme je le disais, sur l'amélioration des connaissances, et ça fait bouger les lignes, ça fait changer leur appréhension des dossiers. Moi, j'observe des changements dans les pratiques judiciaires, sur la question de la correctionnalisation, par exemple, avec la création des cours criminels, sur la question de la caractérisation ou de l'appréhension de la contrainte, comme la contrainte morale, sur la question ou la nécessité plutôt d'expliquer, de motiver nos classements sans suite. Donc on voit quand même que tout ça, ça entraîne du changement. Et concrètement, à votre niveau, que faites-vous au quotidien pour faire évoluer les choses? Alors comme le disait Monsieur le procureur de la République en introduction, on a créé au parquet de Grenoble l'année dernière un groupe de travail sur ces questions, avec la conviction profonde de plusieurs collègues magistrats ou juristes assistants ou assistants de justice qu'on peut faire mieux en matière d'enquête sur les violences sexuelles, et même qu'on doit faire mieux. Et effectivement, ce groupe de travail a abouti à la création de plusieurs éléments concrets, pratiques. Effectivement, ces instructions aux enquêteurs avec des listes d'actes à effectuer qui nous paraissent incontournables pour ces enquêtes-là, mais qui parfois n'étaient pas faits, des trames d'audition plus précises pour éviter, alors d'abord pour éviter d'avoir plusieurs auditions à faire et qu'on ait tous les éléments dans la première audition, mais aussi parfois pour éviter des questions indélicates, des grilles de danger qui vont nous permettre d'apprécier s'il faut intervenir en urgence ou pas en urgence sur le même modèle que les violences conjugales. On a créé aussi des outils pour nous, magistrats, entre nous, pour nous former, pour nous informer sur tout ce qui est conséquences, trauma pour les victimes, etc., pour qu'on ait de meilleures connaissances en la matière. On travaille beaucoup avec nos partenaires pour essayer de favoriser les signalements en matière de violences sexuelles, pour qu'on puisse être informé de ces faits quand quelqu'un d'autre, et parce que souvent le dépôt de plainte est compliqué et les premières personnes informées ne sont pas les enquêteurs, mais en réalité un médecin, une infirmière, un travailleur social, enfin voilà, pour que ces faits nous soient rapportés et qu'on puisse mener des enquêtes, notamment en ce qui concerne les mineurs, les enfants, pour les protéger. On fait aussi un gros travail d'introspection, on l'a fait et on va continuer à le faire sur nos pratiques, sur comment on doit appréhender. On est dans l'échange sur les procédures, on essaye de discuter entre nous pour essayer de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quand est-ce qu'on peut poursuivre, quand est-ce qu'on ne peut pas poursuivre. On évolue, en tout cas l'idée c'est qu'on est vraiment dans une démarche volontariste pour essayer de répondre mieux qu'avant en tout cas, aux attentes de la société et aux attentes des victimes sur la question des violences sexuelles. Il faut aussi ajouter, à mon avis, qu'il y a un meilleur suivi des enquêtes qui sont ordonnées par le parquet. Absolument, oui, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a réfléchi dans le cadre de ce groupe de travail, et que c'est des enquêtes qui sont complexes, qui sont lourdes aussi pour les enquêteurs, comme j'ai pu le dire pour nous au départ, qui sont aussi des charges émotionnelles lourdes, qui, par la charge de travail qu'elles représentent, parfois peuvent être laissées un peu de côté, ou en tout cas elles peuvent prendre du temps. On a mis en place ce qu'on appelle un bureau des enquêtes, qui est suivi par une juriste assistante, qui elle va régulièrement relancer le service enquêteur pour savoir où on en est des actes que nous, magistrats, on a demandé, et pour essayer de faire en sorte que ces enquêtes, elles traînent pas trop en longueur, si je puis dire, en tout cas, qu'elles prennent pas trop de temps. Ça, vous avez pu en mesurer les effets déjà entre janvier 2021, début du groupe projet, et aujourd'hui? Oui. Oui, moi je trouve que le bureau des enquêtes, pour l'avoir éprouvé moi-même, je trouve que c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Alors on ne peut pas le faire sur toutes les enquêtes parce que, comme je vous l'ai dit, on a des dizaines et des dizaines d'enquêtes pour violences sexuelles par mois. Mais sur certaines enquêtes où pour différentes raisons, nous on sait professionnels qu'elles risquent
de prendre du temps, de se perdre entre différentes brigades, etc. Et ben on prend le soin de les inscrire et moi je trouve que ça fait un vrai changement, ouais. Et que c'est vraiment important et que surtout c'est vraiment bénéfique. C'est ça, grâce au travail des juristes assistants qui nous épaulent sur cette question-là, c'est vraiment un plus sur les enquêtes en matière de violence sexuelle. Tout à l'heure, vous nous parliez des attentes de la société et des victimes. Si vous pouviez leur dire quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces victimes? Que je pense que la justice peut paraître décevante parfois, qu'elle ne répond pas à toutes leurs attentes, que parfois elle peut paraître dure, ou que même j'ai pu entendre dire parfois que ça fait plus de mal que de bien de porter plainte, parce que la justice est lente, parce que elle questionne parfois assez violemment les victimes, elle peut sembler remettre en cause la parole de la victime, parce que la justice elle fonctionne de manière silencieuse et puis d'un coup comme ça elle revient faire effraction dans la vie des victimes parce que on veut les réentendre ou parce qu'on leur impose une expertise psychologique par exemple. Mais ce que les victimes doivent savoir, c'est qu'en saisissant la justice, elles obligent la justice, elles nous obligent à nous améliorer et que c'est en portant plainte, en nous saisissant que nous, magistrats, nous serons aussi amenés, magistrats et justice en général, à être petit à petit à la hauteur de cet enjeu social que j'évoquais tout à l'heure.